Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux tours de magie. Pas un, bon pas trois, mais deux. David Corsaro et Andy Gladwin ont tous les deux eu le trophée Fuller dans l'émission Fool Us de Penn & Teller. Et Andy Gladwin en particulier est l'un des fondateurs de l'entreprise Vanishing Inc., un très très gros éditeur de tours de magie, DVD, jeux de cartes et ouvrages en tout genre. Chacun des tours qu'on va voir a un résultat de ouf, qui repose à chaque fois sur une seule technique ou un seul principe. J'ai donc estimé que les explications seraient trop courtes pour faire des vidéos individuelles et j'ai regroupé les deux dans une seule. Mais ceci dit, les deux tours n'ont pas de lien particulier entre eux. Bon, au final, je pense que l'un des deux tours va prendre beaucoup plus de temps à expliquer que le premier, ce qui fait que la vidéo, à mon avis, dure 15 minutes ou quelque chose comme ça, mais bon. Les vidéos complètes de ces deux tours sont en lien dans la description et il est comme d'habitude conseillé de les regarder en entier avant de regarder les explications. On commence avec David Corsaro. Il va prétendre influencer Penn, Teller et Allison en faisant retentir une sonnette à chaque fois qu'il prononce le mot fool. Il va sortir une petite ardoise avec les mots les plus utilisés par Penn pour qualifier les foolers de l'émission. Chaque spectateur choisit un mot, Penn prend powerful, Teller prend clever et Allison creative. David sort alors un jeu de cartes et il va distribuer une carte par lettre des mots choisis. Du coup, le jeu se retrouve sur une carte en particulier, mais avant de la dévoiler, David va retourner les cartes qui ont été distribuées pour montrer qu'elles contiennent toutes des noms. Ce sont les noms de toutes les personnes qui ont eu le trophée Fuller. Il isole la carte désignée et montre la suivante pour bien nous faire comprendre que chaque carte est différente. Et enfin, il dévoile la carte choisie par la combinaison de mots et c'est son propre nom qui y figure. Alors, comment tomber sur une carte en particulier alors que chaque combinaison de 3 mots donne un nombre de lettres différent ? Il n'y a pas de triche avec les mots, ils ont tous vraiment des nombres de lettres différents et ils sont choisis au pif par les spectateurs. Il faut donc utiliser un forçage, mais lequel ? Premier indice important, quand David prend le paquet de cartes, il sort les cartes et les distribue directement. Elles ne sont pas mélangées, ça veut dire que l'ordre est important et ne doit pas être altéré. Cela veut donc dire que le jeu est préparé. Pour savoir comment il est préparé, il faut se concentrer sur un mouvement en particulier. Le mouvement le plus important du tour. La seule chose que Penn et Teller ne devaient pas voir. Ce mouvement, c'est celui-ci. Est-ce que vous avez vu ce que David a fait ? Il a retourné son jeu de cartes. Et ça veut dire que le paquet est placé à l'envers. Mais pourtant, on voit toujours les dos visibles. Ça veut dire que la préparation est la suivante. Une partie du jeu est mise à l'envers et placée face à l'autre partie. Ce qui fait que quel que soit le côté du jeu duquel on se trouve, on va avoir l'impression de le voir dans le bon sens, avec les dos des cartes. L'une de ces parties sera distribuée selon les nombres de lettres des choix des spectateurs. Donc c'est la partie normale, c'est vraiment des cartes au pif distribuées en n'importe quelle quantité. L'autre partie, celle qui est en dessous, est constituée d'un tas de cartes, un petit tas, dont la plus importante est la première. La première carte de ce tas particulier, c'est la carte forcée, celle avec son nom dessus. Et il en a rajouté quelques autres en plus, au cas où il y a un décalage, comme ça on voit toujours des dos de cartes et on a l'impression que le jeu est dans le bon sens. Et en particulier, la deuxième va être montrée avec un autre nom, justement pour dire regardez, une carte de plus et on tombait sur celle-là. C'est une façon d'accentuer l'impression de hasard. Du coup, quel que soit l'endroit où on s'arrête dans la distribution des cartes, ça n'a aucune importance puisque David va retourner le jeu et montrer sa carte à lui. Donc vous voyez, c'est assez dingue, en fait tout repose sur un seul moment, le retournement du jeu. Mais le tour est réalisé de façon tellement fluide qu'on ne voit pas venir le truc. Le seul mouvement qui ne doit pas être remarqué, c'est le retournement du jeu, et ce mouvement est réalisé dans une action très naturelle et très simple, qui est le retournement des cartes qui ont déjà été distribuées. Et oui, parce que David tient le jeu comme ça, et il va vouloir prendre les cartes qui ont été distribuées pour les retourner et montrer que ce sont des noms de personnes. Et du coup, il va retourner ses mains paume vers le bas, et ce mouvement en fait est tout à fait naturel et justifié, et c'est dans ce mouvement qu'il va retourner le jeu, le poser, et après, en fait, vous avez vu, c'est des noms... Et Penn et Teller ne l'ont absolument pas vu. C'est ça qui est génial, c'est que la diversion est parfaite. Et si jamais vous vous demandez jusqu'où on peut aller au niveau de la distribution des cartes sans que ça aille trop loin et qu'on se retrouve dans la partie du jeu qui est à l'envers, il suffit de calculer. Sur tous ces mots qu'il y a ici, on va en choisir que 3 maximum. Donc il suffit de prendre les 3 plus longs pour regarder la valeur maximum qu'on va distribuer. Ça nous fait un mot de 11 lettres et 2 mots de 8 lettres. Ça nous fait 8 plus 8, 16, plus 11, 27.
Donc la moitié qui sera distribuée sera au maximum de 27 cartes. Donc la moitié préparée qui est à l'envers doit être à peine plus petite que la moitié pour être dissimulée sans aucun risque. C'est l'un des tours les plus malins que j'ai jamais vus. Maintenant passons à Andy Gladwin qui lui aussi a été très rusé dans la conception de son tour. Il va recréer la première rencontre entre Penn et Taylor. Penn choisit un lieu parmi 5, une bibliothèque. Et il choisit aussi la bibliothèque, mais il aurait pu choisir n'importe quoi, le choix est vraiment libre. Ensuite, Andy choisit 5 événements marquants de la carrière de Penn et Taylor. Penn et Taylor vont eux-mêmes choisir comment classer ces événements de 1 à 5. Ils vont décider si 1 est la meilleure valeur ou bien si c'est 5. Ils vont tout placer comme ils le souhaitent. Une fois toutes les pancartes placées, ils vont avoir une chance de tout changer à nouveau. Ils décident de les laisser telles quelles. Andy va aussi leur proposer d'en mettre certaines à l'envers. Ils vont décider de retourner la première. Andy montre ensuite les versos des pancartes et ils forment un labyrinthe. Comme vous vous en doutez, le chemin qui part de Penn arrive tout droit sur Taylor. Les deux sont réunis. Alors là, vu la liberté totale de placement des pancartes, la possibilité de les retourner et les choix de lieu de Penn et Taylor, il y a une chance sur 9600 pour que les deux se rejoignent sur le même itinéraire. Du moins, si vous décidez de croire ce que vous dit Andy. En réalité, ce tour repose sur une préparation simple et des principes mathématiques. C'est la deuxième fois que je vois Penn et Taylor se faire avoir par un tour qui utilise les mathématiques, ce qui me fait dire qu'ils ont un peu de difficulté avec cette discipline. Mais n'ayez crainte, on va décortiquer tout ça pour que ça vous paraisse le plus limpide possible. Tout d'abord, on va devoir changer notre façon de nous représenter le labyrinthe, et en particulier de nous représenter les entrées et les sorties du labyrinthe. Il y a à gauche 5 entrées, et à droite 5 sorties. Chaque entrée est reliée à une seule sortie par un chemin sans intersection. Donc déjà, c'est pas vraiment un labyrinthe. C'est plus 5 chemins qui s'entremêlent et dont les parcours se superposent, ce qui diminue la lisibilité. Au final, on est sur un truc qui ressemble au labyrinthe qu'il y avait au dos de certains paquets de céréales des années 2000. Bref, on va numéroter chaque entrée et chaque sortie de 1 à 5 de haut en bas. Si on fait un arrêt sur image au bon moment, on va pouvoir tester chaque entrée du labyrinthe et on va se rendre compte que l'entrée 1 atteint la sortie 1, l'entrée 2 atteint la sortie 2, l'entrée 3 la sortie 3, l'entrée 4 la sortie 4 et l'entrée 5 la sortie 5. Penn est sur l'entrée 4 et Taylor sur la sortie 4, donc ils sont reliés tous les deux. On a donc ici un labyrinthe qui va amener chaque entrée sur la sortie qui a la même valeur. Si je m'exprime en termes mathématiques, ça veut dire qu'on a un labyrinthe qui fait plus 0 entre l'entrée et la sortie. Maintenant, ce qu'on va voir en détail, c'est que, quelles que soient les positions et les orientations des pancartes, le labyrinthe obtenu fera toujours plus 0. Premier point, l'orientation. David propose à Penn et Taylor de retourner certaines pancartes à 180 degrés. Mais pour chacune de ces pancartes, le retournement à 180 degrés ne change absolument rien. Prenons une des pancartes au hasard. Je vais surligner les itinéraires et voici les résultats. 1 va vers 5, 2 va vers 1, 3 va vers 2, 4 va vers 3 et 5 va vers 4. Si je retourne à la pancarte à 180 degrés, que constate-t-on ? 1 va vers 5, 2 va vers 1, 3 va vers 2, 4 va vers 3 et 5 va vers 4. Ce sont les mêmes résultats. Là vous allez me dire, oui je vois bien que ce sont les mêmes résultats, mais comment ça se fait ? Pour répondre, ce que je vais faire c'est enlever les virages dans les itinéraires. En quelque sorte je vais tendre les lignes pour que chaque entrée soit reliée à la sortie correspondante par une seule ligne droite. Est-ce que le résultat vous interpelle ? Cette figure suit ce que l'on appelle une symétrie centrale. Donc c'est pas une symétrie selon un axe comme on peut en voir souvent, là c'est une symétrie selon un point. Ce que ça veut dire c'est que si je fais tourner ma figure à 180 degrés, elle reste identique. Une autre façon d'expliquer ça serait de dire que si je coupe la figure en deux, n'importe où, mais en passant par le centre, la première moitié se superposera parfaitement à la deuxième si je la fais pivoter à 180 degrés. Et regardez, toutes les pancartes sont comme ça. On n'a que des figures symétriques centrales. Et justement, on ne se rend pas compte de ces symétries centrales parce que des virages ont été ajoutés pour complexifier les itinéraires. Mais peu importe à quel point les itinéraires serpentent, ils ne changeront pas les propriétés des associations entrée-sortie. On vient déjà d'éliminer un des choix faits par les spectateurs. On sait maintenant avec certitude que les orientations des pancartes n'auront aucune influence sur le résultat final.
Autre choix qu'on va analyser, les emplacements des pancartes. Et pour se rendre compte que les emplacements des pancartes n'ont aucune influence sur le résultat final, on va faire un rappel sur la façon dont on se représente les entrées et les sorties. Il faut bien noter que les entrées et les sorties sont comme des chiffres. Les entrées vont de 1 à 5 et les sorties de 1 à 5. Et pour que Penn rejoigne Taylor, il faut que le 4 aille sur le 4, autrement dit que le labyrinthe total fasse plus 0. Mais en fait, chaque pancarte fait une opération. Et le résultat plus 0 est obtenu en ajoutant les opérations de chacune des 5 pancartes. Exemple, si on prend la première pancarte, le 1 arrive sur le 3, le 2 va sur le 4, le 3 va sur le 5, le 4 sur le 1 et le 5 sur le 2. Au final, ça veut dire que cette pancarte fait l'opération plus 2. 1 plus 2, ça fait bien 3. 2 plus 2, ça fait bien 4. 3 plus 2, ça fait bien 5. Vous allez me dire, 4 plus 2, ça fait 6. Mais vu que j'évolue dans un système qui va uniquement de 1 à 5, si jamais je dois dépasser 5, en fait, je vais revenir au début. Ça va former une boucle. De cette façon, je vais toujours évoluer dans le cycle qui va de 1 à 5. Donc si je veux faire 4 plus 2, je vais faire 4 plus 1, 5, plus 1, je reviens sur le 1. Donc 4 plus 2, en fait, ça fait 1. Et 5 plus 2, 5 plus 1, ça fait 1, et encore plus 1, 2. Est-ce que tout est clair? Cette première pancarte fait donc bel et bien l'opération plus 2 sur chacune des entrées. Et chaque pancarte va fonctionner comme ça et faire une opération qui sera la même sur toutes les entrées. Si vous souhaitez vérifier chaque pancarte, je vous laisse faire un arrêt sur image, mais globalement, la première fait plus 2, la suivante fera plus 3, la suivante plus 4, la suivante plus 0 et la toute dernière fera plus 1. Si on additionne ces 5 opérations, on a donc plus 2, plus 3, plus 4, plus 0, plus 1, ce qui au total fait plus 10. Sauf que dans notre système à 5 valeurs, faire plus 10, ça revient à parcourir la boucle 2 fois sans changer de position. Si je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je reviens sur le même doigt. Cette histoire de cycle, c'est ce qu'on appelle la notion de modulo en maths. En gros, modulo 1, ça veut dire qu'on a fait le cycle entièrement une fois. Donc ici, le labyrinthe fait plus 0 modulo 2. Bon, c'est bien joli tout ça, mais ça n'explique pas comment on peut obtenir le même résultat, quelles que soient les positions des pancartes. Eh bien en fait si. Justement, puisque chaque pancarte fait une opération, ça fait comme une addition au final. Et dans une addition, peu importe la position des valeurs que j'additionne, le résultat est le même. 5 plus 3 égale 8, mais 3 plus 5 égale 8 aussi, ça change rien. Donc quelle que soit la position de la première pancarte, elle fera toujours plus 2. Ça veut donc dire qu'on vient de démontrer que quelles que soient les positions des pancartes, le résultat du labyrinthe sera toujours le même, plus 0 modulo 2. Voilà un deuxième choix des spectateurs qui n'aura aucune incidence sur le résultat final. Attention, il reste une question en suspens. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que quelles que soient les orientations et les positions des pancartes, chaque point de départ sera relié à la sortie de même valeur. La maison sera toujours reliée à la maison, la bibliothèque sera toujours reliée à la bibliothèque, et ainsi de suite. Mais du coup, Ghost Royce, qu'est-ce qui se passe si Penn et Taylor choisissent des lieux différents? Bon, déjà on baisse d'un ton, hein, ou du poisson de votre choix. La réponse à cette question est simple, mais on doit d'abord reprendre la chronologie des événements. D'abord, Penn et Taylor choisissent les lieux sur lesquels ils veulent se placer. Et ensuite, David prend son dossier et sort les 5 pancartes. Donc David a plusieurs jeux de pancartes, et il va choisir lesquels il doit sortir en fonction du résultat qu'il doit obtenir. C'est-à-dire en fonction des choix de position de Penn et Taylor. Ici, il a vu que Penn et Taylor avaient choisi le même lieu, donc il devait obtenir un labyrinthe qui fait plus 0. Il a donc choisi son jeu de pancartes qui fait plus 0. On pourrait croire que les associations entrée-sortie donnent plein de possibilités différentes, et du coup il lui faudrait plein de jeux de pancartes. Mais en fait c'est pas le cas, parce que finalement le jeu de pancartes qui lui donne un labyrinthe qui fait plus 0, il permet de couvrir déjà 5 possibilités différentes. En l'occurrence, on a Penn, bibliothèque et Taylor, bibliothèque. Mais ce labyrinthe plus 0 fonctionne aussi pour Penn maison, Taylor maison, Penn café, Taylor café, Penn théâtre, Taylor théâtre, et ainsi de suite. Ce qui compte pour définir les différentes possibilités, les différents cas qu'on peut avoir, c'est pas quel lieu choisit Penn ou quel lieu choisit Taylor en particulier. C'est la différence de valeur entre le lieu de Penn et le lieu de Taylor. C'est uniquement la différence entre les deux qui va définir le résultat possible. Ce qui nous limite à 5 possibilités différentes. Soit entre Penn et Taylor on a plus 0, soit on a plus 1, plus 2, plus 3 ou plus 4.
Il n'y a pas au-delà parce que si on fait plus 5, ça revient à faire plus 0. Ça fait le cycle. Exemple, si Pen prend l'entrée numéro 2 et Taylor la sortie numéro 4, David va choisir le jeu de pancarte qui va lui faire plus 2. Mais ce jeu de pancarte fonctionne aussi si Pen choisit l'entrée 5 et Taylor la sortie 2. Donc il faut 5 jeux de pancartes différents pour couvrir toutes les possibilités. Je vais même aller plus loin. Pas besoin d'avoir un jeu complet de 5 pancartes pour chaque cas. Il suffit à chaque fois de changer une seule pancarte. On en prend 4 qui vont toujours être les mêmes. Par exemple, ce serait la plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et seule la 5e aurait 5 versions différentes. Les 4 pancartes, celles qui ne changent jamais, vont toujours avoir le total plus 10. Donc plus 0 modulo 2. Et après, je dois juste adapter la 5e pour changer mon résultat. La 5e pancarte va avoir les 5 versions suivantes. Plus 0, plus 1, plus 2, plus 3 et plus 4. Si je veux un total des 5 pancartes qui fait plus 0 modulo 2, je rajoute la version plus 0. Si je veux un total qui fait plus 1 modulo 2, je prends la version plus 1. Si je veux un total qui fait plus 2 modulo 2, je prends la version plus 2, et ainsi de suite. Donc pour résumer le tour, Pen choisit un lieu de départ. Taylor choisit un lieu d'arrivée. David a dans son dossier 9 pancartes, 4 normales et 5 versions de la 5e. Selon la différence de valeur entre l'entrée de Pen et la sortie de Taylor, il va choisir la bonne version de la 5e pancarte. Une fois que les pancartes sont sorties, quels que soient leurs emplacements et leurs orientations, elles ne changeront pas du tout le résultat, qui restera celui prévu par David pour que Pen rejoigne Taylor. Et boum, ça c'est de la magie, et un trophée Fuller amplement mérité. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les explications étaient suffisamment claires pour vous, et que vous avez passé un petit moment sympa, quoi, quand même, sympatoche. Et si ce n'est pas le cas, que ça vous a au moins donné envie de faire des labyrinthes derrière des paquets de céréales. Quoi qu'il en soit, vous pouvez mettre vos commentaires, appréciations, critiques dans les commentaires de cette vidéo, ça sert à ça. Vous pouvez mettre un like, vous abonner, partager la vidéo si vous souhaitez me soutenir ou ne rien louper des vidéos suivantes. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, j'ai aussi une chaîne Twitch où je fais des lives gaming, donc ça n'a rien à voir, mais bon, c'est sympa quand même, hein, et oh. Il y a aussi les pages Utip et Tipeee pour ceux qui souhaiteraient me soutenir financièrement, et d'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui le font effectivement grâce à cette petite animation que voici. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo.